On va d'abord se pencher sur l'actualité de l'emploi, tout de suite avec une expérience qui est à l'étranger. Et vous allez voir, c'est toujours bon à mettre sur un CV quand on cherche un emploi, mais c'est pas facile pour des jeunes pour trouver, sans expérience bien sûr, de trouver un stage comme ça. Vous allez voir, il y a une association qui peut leur donner un coup de main, et c'est ce que nous allons découvrir avec Sophie Pignal. Grâce au Club Telly, c'est à Malte qu'Emmanuel est parti en stage. J'ai trouvé mon stage en 2 semaines. Je suis parti à Malte, donc 3 mois et 1 semaine. Donc j'ai vécu à Saint-Julian. Donc c'est un quartier sur l'île de Malte qui est assez connu, qui est assez en mouvement. C'est plutôt l'essor économique par rapport à Malte. J'ai rejoint une société en hôtellerie où j'ai occupé plusieurs postes. Donc tout d'abord j'ai commencé à la réception. Ensuite je suis passé au bar et enfin j'ai fini à l'animation. C'est une association Louette 1901 qui accompagne les jeunes qui souhaitent partir à l'étranger, le Club Telly. Dès le départ, on a eu l'idée de faire une association plutôt que d'en faire un business. L'idée, ça a été de faciliter, de démocratiser, entre guillemets, la mobilité internationale sous toutes ses formes. C'est une banque de données, on peut tout faire. On propose des offres et on propose des stages, on propose du bénévolat, on aide aussi les jeunes filles et jeunes garçons qui veulent partir au pair, on a des missions de bénévolat, on a vraiment un petit peu tout, de vrais emplois. Les gens sont partis de France, ne sont jamais revenus pour certains d'entre eux. Donc c'est vraiment un panel très ouvert. Les pays où on a le plus de propositions restent quand même les pays anglophones d'une manière générale. Donc l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande sont les pays qu'on va toucher le plus. Et puis depuis quelques années, c'est surtout développé l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où là, beaucoup de jeunes, pour ce coup-là, partent avec un visa vacances-travail pour aller vivre une aventure de l'autre côté du monde. J'ai progressé énormément en anglais et aussi en espagnol, parce qu'il y a une forte communauté hispanique à Malte. On a aussi des candidats qui sont en phase terminale, on va dire, qui ont fini leur job et qui vont aller sur le forum pour mettre une info en disant voilà, je quitte mon job le 15, si quelqu'un veut mon emploi, voilà la rémunération, il faut contacter monsieur un tel, etc. C'est payé un temps, l'ambiance est ceci, cela. Donc il met en ligne ses propres infos. Au point de vue professionnel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord, l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation et aussi la confiance en soi. C'est-à-dire aller à l'étranger, s'adapter à un monde qui n'est pas le sien et surtout être seul, ça forge un homme. 45 €, c'est le montant de la cotisation qui permet d'avoir accès à la banque de données de l'association, dont voici les coordonnées. Les Jeux paralympiques, c'est terminé. Peu importe, après tout, le nombre de médailles de l'équipe de France. On a découvert des athlètes formidables qu'on aimerait bien revoir d'ailleurs. Je dis ça comme ça. On devrait tester plus de handisport. On avait déjà testé. On avait fait du tennis fauteuil, entre autres, et du tennis ballon. Ouais. Donc ce serait fauteuil ballon. Ce serait bien qu'on fasse ça. Et aussi le tennis de table qui est assez étrange. Oui, ce serait bien. Non, avec une table plus étroite. Plus réduite. Il y a plein de choses. Je voulais quand même vous proposer quelques images de cette cérémonie pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'était cette nuit, donc ça s'est terminé au Brésil. On se rend là-bas avec un stade de Maracana qui était plein à craquer. 70 000 spectateurs venus assister à l'extinction de la flamme. Un spectacle haut en couleur sur le thème la fête à Rio. Et ça a été la fête. Après 11 jours de compétition, la France prend la 12e place avec 28 médailles, dont 9 en or. Il y a 4 ans, la France avait terminé 16e avec un titre de moins, mais plus de médailles, 45 au total. Rendez-vous dans 4 ans à Tokyo, au Japon. Et d'ici là, bien sûr, on parlera de handisport parce qu'on en parle, nous, dans Télématin, dès qu'il y en a. Ça, c'est vrai. Quoi d'autre ? Du football avec la 5e journée de Ligue 1, un week-end qui s'est terminé par un 0-0 entre l'OL et l'OM. On se rend tout de suite en terre marseillaise, regardez, 0-0 donc. Mais il y a eu quand même un but refusé. Le Lyonnais Darder trompe le gardien Fossé appelé. But non accordé à cause de la position hors jeu de Cornet. Lyon est 9e et Marseille est 15e. Ah oui, il était là-bas devant. Exactement. Les Niçois, eux, sont 2e du classement derrière Monaco et devant le PSG. Ils ont fait un match nul à Montpellier, partout, ouverture du score Montpellier-Rennes de Boudébouze et égalisation niçoise de Belanda. Montpellier est 12e. Et dernier résultat de foot, c'est Amouyouma qui lui a inscrit un pénalty pour Saint-Etienne à la dernière seconde face à Bastia. Seul but de ce match, les Verts 8e et les Corses, eux, sont 11e. Voilà pour le football. Un peu de tennis.
Oh là. Avec la déception des Français éliminés, ils n'auront pas de finale en Coupe Davis. Ils ont été battus hier en Croatie. Regardez la joie des Croates qui, eux, sont qualifiés pour leur deuxième finale de Coupe Davis. Et ils affronteront les Argentins. Et le retour de Yannick Noah, tête de l'équipe de France, se solde par un échec pour l'instant. Hier, le géant croate Marin Cilic, 1m98, 11e mondial, n'a laissé aucune chance à Richard Gasquet, 17e du classement. Le score, 6-3, 6-2, 7-5. Et la France n'a plus gagné de Coupe Davis depuis 2001. Du rugby avec la 5e journée du top 14, William. Un remake de la finale 2016 entre le Racing 92 et Toulon. Le Racing 92, que champion de France, qui a une nouvelle fois gagné 41-30. 6 essais pour les Racingman, dont un triplé de Imhoff, c'est lui. Voilà, un triplé pour lui et un doublé pour son collègue Lolala. Et sur le podium, Clermont, La Rochelle, Montpellier. Le Racing est 5e et Toulon 8e. Et dans l'autre match du jour, Castres a écrasé Grenoble 46-9. 7 essais castrés, dont 3 dans les 7 dernières minutes. Castres est 6e et Grenoble, bon dernier. Je ne sais pas si vous connaissez ce garçon que vous allez voir, il s'appelle Simon Pagenaud, ou plutôt le voir dans son automobile, sacré champion d'IndyCar. L'IndyCar, c'est la compétition de monoplace la plus populaire en Amérique du Nord. En gros, un châssis unique et 2 motoristes seulement. Et il est poitevin, ce garçon. Il a 32 ans, il remporte la dernière course de la saison à Sonoma, c'est en Californie, sa 5e victoire cette année. Il s'offre son premier titre dans cette discipline. Et vous connaissez plus la Formule 1, William. Et la Formule 1, ça se passait à Singapour. L'Allemand Rosberg gagne donc ce Grand Prix de Singapour, le 15e de la saison. Il en reste encore 6. C'est la 8e victoire en 2016 pour le pilote allemand de Mercedes. Il est en tête du classement général. Et hier, Daniel Ricciardo est arrivé 2e devant Lewis Hamilton. Prochain rendez-vous en Malaisie. Ce sera début octobre. Voilà pour le sport du week-end et de ce lundi. Ben, ça va assez vite, hein. Bien. Il était pressé? Non, pas pressé. Il voulait être précis. Demain, notre partenaire. Maintenant, place à l'histoire. Avec un événement dont vous avez évidemment entendu parler. Il se répète maintenant chaque année, mais que vous n'avez peut-être pas connu vraiment. Au Festival de Cannes, cette musique ne vous est pas indifférente, puisque c'est celle qui ouvre et qui clôture le festival en question. Ce festival a 70 ans. La première édition a eu lieu en 1946 et on était loin, je suppose, à l'époque, d'imaginer ce que ça allait devenir. Non ? Oui, tout à fait. Mais alors, ça peut surprendre celles et ceux qui nous regardent, parce qu'on en parle au mois de septembre. Mais comment le Festival de Cannes est réputé pour avoir lieu au printemps et pas à l'automne? Oui, c'est deuxième quinzaine de mai ou oui, troisième, voilà, quelque chose absolument. comme ça. Alors, en fait, tout a commencé bien plus tôt. Figurez-vous qu'il y avait une exposition universelle en 1937 qui était en France. Et alors, l'exposition universelle, on décide de créer un festival cinématographique. Un peu une révolution pour l'époque. Il existait déjà des festivals, il en existait un à Venise, la fameuse Mostra. Il en existait un à Bruxelles depuis 1935. Mais alors, figurez-vous qu'en 1937, l'idée, on en parle comme ça, mais c'est que ça va se bousculer grâce ou à cause de la Mostra de Venise de 1938. Cette année-là, le film qui est primé, ce sont Les Dieux du Stade, de la réalisatrice Leni Riefenstahl, qui est une Allemande, et seulement voilà, c'est un film qui n'est pas un film avec des comédiens, puisque c'est un documentaire, et c'est l'Allemagne nazie qui impose à la Mostra, enfin surtout à Venise et aux Italiens, c'est-à-dire à son ami Mussolini, il impose le Grand Prix pour ce film. Pour ils éviter réclament le Grand Prix et ils l'obtiennent. Et éviter que les Américains n'aient ce prix. Et ils l'obtiennent. Et ça, c'est évidemment un tollé général au niveau international. On va dire, on va reprendre l'idée que les Français avaient en 1937. Pourquoi pas créer un festival cinématographique du monde libre? C'est l'idée qui est lancée en 1938. On va mettre du temps, mais très vite, on va s'organiser. Le ministre des Beaux-Arts, M. Jean Zay, est tout à fait d'accord. On décide de la date, septembre 1939. Les comédiens arrivent, il y a Gary Cooper, il y a Mae West, les grandes majors américaines sont d'accord pour jouer le jeu. On prend un bateau, un paquebot, on met tout le monde dedans et allez,
Début septembre, le président du jury s'appelle Louis Lumière, s'il vous plaît, en 1939. Seulement voilà, début septembre, c'est la déclaration de guerre, c'est la mobilisation générale, et tout s'achève. Donc il va falloir attendre 7 ans, d'où le fait que ce premier festival... Il n'y a même pas de eu de cérémonie d'ouverture, rien du tout. Quoi. Non, alors très vite, ça s'est très vite annulé, puisque très vite, la déclaration de guerre... Déjà, on était dans une ambiance un peu tendue, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc il a fallu attendre 7 ans, et 1946, voici quelques images. Et puis on va voir un petit peu l'évolution, parce qu'en 1946, il n'y a pas de palais des festivals. Il a d'abord fallu choisir la ville. On choisit quoi? Cannes, mais il y avait d'autres villes qui étaient, et notamment Biarritz, qui était candidate. Et puis les patrons de grands hôtels à Cannes ont fait le pressing en disant nous on a de quoi les recevoir, ce qui était vrai. Et du coup c'est au casino, c'est dans l'ancien casino de Cannes que va se dérouler ce premier festival. Voilà, de 1946. Avec une vingtaine de nations présentes. Mais alors évidemment, ça travaille beaucoup en amont, hein, il va falloir préparer les films. Le jury est composé de tous les pays qui sont membres, qui présentent des films. Donc chacun va avoir un petit prix, si vous voulez. On félicite et on remercie tout le monde. Donc très vite, les choses changent. 49, on voit déjà un palais des festivals qui a été construit, le tout premier. Et on va voir arriver le secrétaire d'État, un des secrétaires d'État du gouvernement de l'époque, monsieur François Mitterrand. Et puis des comédiens, évidemment, qui sont là en nombre et avec des stars françaises et internationales. On va voir Eric von Stroheim, on va voir des gens comme Edward G. Robinson. Il y avait même un corso fleuri. Oui, alors là, dans les rues de Cannes, évidemment, c'est l'occasion de faire la fête. Il y a, comme vous le dites, des corsos fleuris. C'est dommage qu'il n'y ait plus ça. Avec des feux d'artifice, quand même. Alors ça existe encore. Il y a encore des feux d'artifice qui se déroulent au moment du festival de Cannes. Donc 1946, 49, 1956, c'est Jacques-Yves Cousteau qui reçoit un grand prix. Alors là, on est déjà à l'époque où les grands prix ont laissé la place aux Palmes d'Or. Parce que depuis 1946 jusqu'en 1955, il y avait des grands prix artistiques. Hein, on donnait une statue, un tableau. Et c'était avant tout, là c'est Susan Hayward qui reçoit son prix, son grand prix d'interprétation pour le film Une femme en enfer de Daniel Mann. Et là, je voulais vous montrer quelques images du lendemain du festival. Vous voyez l'affiche qui est là, mais ça va servir aussi à mettre le poisson pour aller, quand on arrive avec les pêcheurs et qu'on achète son poisson. Donc les lendemains de festival avec la revue Cinémonde, et puis ces enfants qui jouent dans le vieux Cannes. Voilà, c'est le calme qui revient après la tempête, puisqu'évidemment, ce festival donne l'occasion à la ville de se transformer, on le voit encore aujourd'hui. Mais voilà, tout a commencé véritablement en 1946, au mois de septembre. Finalement, pour que ça arrive au printemps, il faut attendre 1951. Où là, c'est là que le déplacement se fait du mois de septembre au mois de mai, tout simplement pour ne pas faire de concurrence à la Mostra de Venise. Oui, qui a lieu en septembre, au début septembre. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, l'idée première des organisateurs, c'était de se dire, une année, on le fait à Venise, une année, on le fait à Cannes. Alors voilà, donc Philippe Erlanger était déjà là dès l'origine. Et Favre-Lebray, me semble-t-il, on l'a aperçu avec son smoking blanc. Merci beaucoup, William. À plus tard. On va s'intéresser à nos voisins allemands. Vous allez voir, là-bas, la protection de la faune et de la flore est une affaire que l'on prend très au sérieux. On en a déjà parlé avec Amaury Guibert, que vous avez aperçu, notre correspondant permanent sur place. Et on n'hésite pas, ça c'est nouveau, à y mettre le prix. Quand je dis le prix, c'est le paquet. Pour quoi? Pour protéger un animal, une plante même. Alors ce sont d'énormes chantiers, énormes, qui sont mis à l'arrêt pendant des mois. Et c'est notamment le cas en ce moment. Alors ça se passe où là? Dans ce cas précis, très exactement. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien écoutez, ça se passe près de Stuttgart, dans les environs de cette grande ville du sud-ouest de l'Allemagne. On est en train de construire une nouvelle ligne de train à grande vitesse. Enfin, en train, pas tout à fait, parce que le chantier effectivement est à l'arrêt. En cause, le Lacerta agilis. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Lacerta agilis, William. C'est le lézard agile. C'est un lézard assez courant en Europe, mais c'est une espèce protégée. Et effectivement, en matière de protection de la faune et de la flore, on ne rigole
veulent absolument pas en Allemagne. Hors de question donc de poursuivre les travaux tant que ce petit lézard n'aura pas trouvé un autre foyer, un autre endroit où vivre. Donc il faut les capturer un par un et les évacuer. Et tout cela a un coût absolument faramineux. Je vous laisse découvrir ce chiffre. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous laisse découvrir ce chiffre dans ce sujet que nous avons réalisé avec Julien Méchaussy et Béate Wolfart. C'est une chasse un peu particulière qui demande patience et doigté. La proie, c'est ce petit lézard craintif qu'il faut attraper vivant avec un lasso. Il faut bien connaître cette espèce, bien connaître son comportement, afin de savoir où et quand on peut les attraper. Et le plus facile pour les attraper, c'est au niveau de la tête. Le lézard agile est une espèce protégée. Alors quand le chantier d'une nouvelle ligne de train s'est approché de son habitat, la décision a été prise de les évacuer un par un. Sauf qu'ils sont 10 000, que cela va coûter 4 000 € par animal, soit 40 millions d'euros en tout. Il faut bien préparer les terrains où les lézards vont être transportés, en respectant des critères de protection de la nature. Il faut s'assurer que les lézards y restent et il nous faut accompagner ces mesures de manière scientifique pendant des années. Les 40 millions d'euros sont à la charge des chemins de fer allemands et de l'État. Dépensés autant pour la protection de la nature, les habitants de la région sont partagés. Moi, je trouve que c'est justifié de protéger une espèce menacée. Mais il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Avant, on n'aurait jamais fait tout ça pour les animaux. Mais eux aussi, ils ont le droit de vivre. Donc, il faut le faire. Les petits lézards sont relâchés un par un dans leur nouvel habitat. Et il faut pour chacun d'entre eux une surface minimum de 150 mètres carrés. C'est à ce prix seulement qu'ils se sentiront bien. C'est un animal qui a besoin d'un grand territoire, parce qu'il est belliqueux, grégaire. Alors pour éviter les conflits, il faut beaucoup d'espace. Mais les surfaces pouvant accueillir les lézards manquent. L'évacuation a donc pris du retard et le chantier du train aussi. Il est pour le moment à l'arrêt. Reprise des travaux prévus au mieux au printemps 2017. Si je vous dis ça coûte un bras, non, c'est les 4 membres là pour le coup. Mais il n'y avait pas d'autre solution à Maurice, je sais pas moi, peut-être ça coûte moins cher de déplacer la ligne de chemin de fer par exemple. Alors ça c'est une solution, William, qui a été envisagée bien sûr, mais on s'est rendu compte en fait que ça coûtait plus cher de déplacer le tracé de cette nouvelle ligne de chemin de fer plutôt que de prendre en charge ces 10 000 petits lézards et de les évacuer un par un. On peut aussi se demander pourquoi les responsables de la Deutsche Bahn qui maîtrisent les travaux, les responsables du ministère de l'Environnement n'ont pas anticipé et se sont rendus compte avant le début des travaux qu'il y avait des lézards qui vivaient sur le tracé, qu'il faudrait donc peut-être changer le tracé du chemin de fer. Mais ce manque d'anticipation, c'est un grand classique ici en Allemagne dès qu'on parle de chantier de protection de la nature. Dans le nord du pays, par exemple, on est en train de construire une autoroute, mais là-bas aussi le chantier est à l'arrêt parce qu'on s'est rendu compte pendant les travaux qu'il y avait une espèce de chauve-souris, une espèce protégée qui vivait sur place. Il faut donc construire des ponts végétalisés, des tunnels, enfin toutes des infrastructures en plus. Résultat, ce tronçon qui ne fait que 12 km, William, et bien avec tous ces suppléments de travaux, on arrive à une facture qui s'élève déjà à 140 millions d'euros. Et il faut le dire au lézard parce qu'il sera super fier de savoir qu'il est devenu un lézard en or, quoi. Bien, merci beaucoup Amaury, à bientôt cette semaine j'espère. Comme tous les jours, Patrice Romden ou ses camarades essayent de trouver un lien dans tout ce qu'il lit pour pouvoir vous dire autre chose que ce que vous avez entendu dans le journal. Et là, aujourd'hui... S'il fallait aujourd'hui trouver un fil conducteur à tout ce dont je vais vous parler, eh bien, ça pourrait être quelque chose qui tourne autour de la complainte et des entreprises. Il y en a quelques-unes pour lesquelles ça ne va pas fort. Sur le site internet du Monde, par exemple, on vous narre les déboires d'une compagnie coréenne, la 7e entreprise de fret maritime du monde. Elle est en faillite et du coup, une soixantaine de ces bateaux errent sans but sur les océans du monde entier. Les ports internationaux leur interdisent l'entrée car ils craignent que la compagnie ne puisse pas payer les frais de mouillage et de déchargement des marchandises. La situation va durer et bien malin qui pourrait dire
Combien de temps encore? Quelques 2500 personnes donc attendent d'être fixées sur leur sort. Et puis, il y a une histoire dans l'histoire, car parmi ces 2500 personnes, il y a une artiste canadienne de Vancouver. Elle était montée à bord pour participer à un projet intitulé 23 jours en mer. Elle est vidéaste, elle s'appelle Rebecca Moss. On peut d'ailleurs la suivre sur Instagram et elle risque de devoir changer le nom de son projet parce que les 23 jours en question sont dépassés et elle est toujours au large du Japon, bloquée à bord d'un cargo. Oui, il y a des entreprises pour lesquelles ça ne va pas fort. Ce matin, vous croiserez à la une des journaux le nom d'Alstom. Il est question dans la croix de l'espoir de toute une ville, Belfort, qui se mobilise pour que la fabrication de locomotives soit maintenue sur place. Vous croiserez aussi le nom de Volkswagen. Vous vous rappelez le Dieselgate, les moteurs truqués qui polluaient plus qu'on le croyait. Eh bien, c'était il y a 1 an et depuis, le diesel a perdu de son aura et ça a forcé les fabricants à se lancer plus franchement qu'ils ne le faisaient dans l'hybride ou le 100% électrique. Des soucis, en veux-tu, en voilà, aussi pour la Deutsche Bank. Alors là, c'est la justice américaine qui réclame 14 milliards d'euros à la banque allemande pour son rôle dans l'affaire des subprimes. Vous savez, ces prêts immobiliers toxiques, extrêmement risqués. 14 milliards de dollars, ça ne vous évoque rien. Ça rappelle quand même furieusement les 13 milliards d'euros que Bruxelles réclame à Apple pour avoir abusé d'avantages fiscaux en Irlande. Donc on a franchement l'impression que ce sont des représailles. Vous allez voir qu'à la fin, personne ne va rien payer à personne, ou presque. On va s'arranger. C'est le principe des vases communicants. Et les entreprises françaises, me direz-vous, eh bien là aussi, ça sent un peu le blues. Areva, qu'on nous présentait comme un fleuron, est en quasi-faillite. Nous explique ce matin les Échos. L'entreprise a abandonné le solaire, a cédé ses activités dans les éoliennes. C'est ce qu'on appelle une diversification ratée. Facture 1,5 milliard. On cherche toujours les responsables, mais ceux qui paieront, on les connaît déjà. Il paraît, selon le Parisien, que la justice s'interroge sur les possibles mensonges de la direction. Elle aurait, entre autres choses, caché les difficultés de la boîte au moment où les salariés étaient encouragés, eux, à acheter des actions. Plusieurs salariés ont porté plainte. Ils ont perdu 2,5 fois leur mise. Ils témoignent ce matin dans le Parisien. Alors, puisqu'on parle du blues des entreprises, je vous conseille la lecture de ce papier des Échos sur le fait religieux en entreprise. Parce que ça aussi, c'est un casse-tête dont les managers reconnaissent qu'ils ne savent pas trop comment le gérer. À la RATP, par exemple, on a même fait des réunions pour savoir s'il fallait serrer la main pour dire bonjour ou simplement balancer un bonjour collectif quand on arrive le matin. Tout ça nous renvoie, pour finir, au sondage du Figaro. Il concerne les musulmans de France. On y apprend que 28% d'entre eux sont des ultras, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. C'est à lire ce matin dans le Figaro. Merci Patrice, à tout à l'heure. L'actualité, ça continue. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Caroline. Alors ce matin, la France va rendre hommage aux victimes du terrorisme. Une cérémonie où seront cités les 230 noms des victimes tuées depuis 1 an. C'est important, ces moments de rassemblement pour le pays. On en a besoin. Oui, je pense qu'on en a besoin parce que ces attentats sont des moments qui ébranlent, pas seulement au moment où ils surviennent, mais qui ont des effets secondaires mois après mois, qui risquent de fracturer notre société. Donc il faut ne jamais oublier nos valeurs et puis rendre hommage à ceux qui sont morts, évidemment. Une médaille pour les victimes du terrorisme, est-ce que ça a du sens selon vous? Certaines familles considèrent qu'au fond, il n'y a aucun mérite à être mort. Je pense que c'est un sujet compliqué, effectivement. Ouais. J'ai lu des gens qui y étaient sensibles et d'autres qui le prenaient comme quelque chose d'agressif en disant que les membres de leur famille ou les proches qui étaient décédés, ils étaient juste là par hasard, ils n'avaient rien mérité. Donc je pense qu'il faut de la pudeur et de la délicatesse et s'adapter aussi à la manière dont chacun vit ces moments-là quand il est touché de très près. Alors François Hollande va recevoir aujourd'hui le prix de l'homme d'État mondial de l'année, décerné par la Fondation interconfessionnelle américaine Appeal of Conscience. Vous ne le ménagez pas, François Hollande, d'une manière générale, mais est-ce que vous ne trouvez pas que sur les attentats, au fond, il était dans le costume? Je pense qu'il était très digne, oui. Et moi, je me souviens particulièrement d'une intervention qu'il avait faite à la préfecture de police, où j'ai trouvé qu'il avait parfaitement su trouver les mots qu'il fallait dire à ce moment-là. Donc, moi, j'ai aucune difficulté à imaginer que lui, son prédécesseur, même si c'est plus difficile, ou même Jacques Chirac, à certains moments, on a besoin de cette incarnation exprimée d'un pays. C'est ça et ça devrait être d'ailleurs majoritairement ça le rôle du président de la République. Vous le connaissez bien, François Hollande. Ça l'a changé, les attentats? Je pense que c'est obligatoire que ça change. C'est-à-dire que vous êtes confronté à la fois à la réalité violente et puis sans doute à anticiper les risques que cela signifie pour la suite de la société. Donc je suis convaincue que ça ne peut que changer un homme. Oui. Et vous, est-ce que ça vous a changé dans votre manière de faire de la politique?
Je crois que ça m'a beaucoup interrogée sur la responsabilité des politiques au moment où un pays peut basculer. C'est-à-dire que souvent, et notamment ma génération, qui n'a rien vécu de très important, ce n'est pas la génération qui a vécu ni la guerre, ni la décolonisation, donc la guerre d'Algérie, où tout roule à peu près, où on est dans un état d'esprit de gestion, je sais qu'au moment où notre pays a basculé dans l'histoire, les dirigeants politiques n'y étaient pas sensibles. Donc moi, je suis très vigilante sur ce risque de ne pas se rendre compte de la gravité de certains événements et notamment des risques de fracture de notre pays. De la gravité, il y en a en ce moment liés aux attentats, on vient de le dire, mais aussi parce que dans tous les sondages, on explique que la gauche serait absente du second tour de la présidentielle. Hier, Martine Aubry a dit qu'il faut éviter absolument un nouveau 21 avril. Elle appelle au rassemblement de la gauche. Elle fait visiblement un pas vers François Hollande. Est-ce que vous êtes senti visé par ce message? Et vous savez, la situation n'est pas du tout la même que celle de 2010 ou 2011. Nous étions en conquête. La gauche, comme vous dites, détenait l'ensemble des collectivités locales, toutes les grandes villes, toutes les régions. On a gagné le Sénat en 2011. Puis, on a gagné au niveau national avec l'élection de François Hollande et la majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? C'est-à-dire que pourquoi il faut en appeler au rassemblement? On voit bien qu'il y a quand même un sujet de ce qui s'est passé pendant ces 4 années, l'absence de tenue des engagements qui avaient été pris et la dissociation qu'on constate, politique qu'on constate, elle est aussi la cause de ceux qui, aujourd'hui, appellent au rassemblement autour de François Hollande. Donc c'est compliqué d'analyser cette situation. Et ensuite, le sujet, c'est que ce n'est pas une question tactique. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on porte comme projet? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce qui a été gâché pendant les années précédentes, c'est-à-dire d'aller vers une république écologique, d'engager la transition, de lancer notre pays justement pour répondre à votre question précédente sur le risque de fracture dans notre pays. Il faut que nous ayons un projet commun. Et ce projet, c'est celui d'emmener notre pays vers l'avenir, d'engager le grand virage vers l'écologie. Pour ça, il faut être présent au second tour pour le faire. Pour ça, il faut une présidente écologiste. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'avec un cap écologiste qui n'est pas partagé à la tête de l'État, même Ségolène Royal, grande ministre importante, n'arrive pas à mettre en œuvre ce qui devrait être l'essence du projet aujourd'hui. Lutter contre la pollution, aller vers une France 100% renouvelable, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on peut faire. Alors justement, il y en a eu une ce matin, mesure écologique, le malus auto, on vient de l'entendre, le seuil de déclenchement du barème du malus automobile va être baissé, le montant maximal relevé à 10 000 €. Est-ce que c'est une mesure écolo ou est-ce que c'est une mesure pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, à votre avis? Mais on peut avoir un petit doute quand en même temps on annonce un plan d'1 milliard d'euros pour les autoroutes. Donc il y a quand même une petite contradiction entre effectivement dire qu'il faut lutter contre la pollution et avoir des véhicules moins polluants et donc surtaxer les véhicules polluants. Ça va dans le bon sens? Bien sûr, ça va dans le bon sens. Mais ce qui irait dans le bon sens, c'est avoir une vraie politique d'écomobilité. Ce qui irait dans le bon sens, c'est de faire en sorte que le train soit moins cher, qu'on rénove les réseaux ferrés secondaires, que du coup on puisse fabriquer et vendre des locomotives et donc ne pas fermer l'usine d'Alstom et qu'on fasse pas le contraire, c'est-à-dire la suppression de la taxe poids lourd, c'est-à-dire la promotion des bus à la place des trains et de la construction d'encore un nouveau plan autoroutier. Alors qu'est-ce qui vous choque dans le plan autoroutier? Je vais vous donner un exemple. La 65, les écologistes avaient dit à quel point cette autoroute était inutile. Aujourd'hui, elle coûte très cher, elle est très peu fréquentée. On peut continuer comme ça. Sur les autoroutes, le secrétaire d'État au transport, vous êtes allé un peu vite, Alain Vidalis lance donc un nouveau plan autoroutier. Il dit que c'est de l'activité, il dit que c'est de l'emploi, que c'est financé en partie par une augmentation des péages. Est-ce que c'est aux Français de payer pour les infrastructures autoroutières? Mais je pense qu'on peut financer d'autres infrastructures qui sont un vrai investissement pour l'avenir. Si on a un vrai plan de faire routage européen, plutôt que de faire rouler des camions remplis de marchandises sur des autoroutes, on aura 2 options. 1, mettre les marchandises sur les rails et 2, travailler à la relocalisation. Parce qu'aujourd'hui, le transport routier n'est pas payé à son vrai prix social et environnemental. On exploite des gens qui travaillent dans des conditions désastreuses, notamment par le biais de sociétés en cascade qui viennent de certains pays de l'Est de l'Europe. Et en plus, ça a des conséquences sur la santé avec les maladies respiratoires qui sont liées aux particules fines. Donc est-ce qu'il faudra en faire des autoroutes justes? Ah mais non, je pense que si on doit investir, c'est pas dans les autoroutes. Aujourd'hui, il faut investir dans le réseau ferré secondaire qui est en train de se dégrader. Et quand on aura fermé des lignes, c'est très difficile de les réouvrir. Quand on ferme des trains de nuit, au lieu de faire en sorte que ce soit pour plein de gens, parce que c'est ça qu'on oublie, pour plein de gens, c'est ce qui permet de passer, pour les gens qui travaillent loin de chez eux, le week-end avec leurs enfants, par exemple. Donc ces choix politiques, ils vont pas dans le bon sens, ils vont pas dans le sens de la transition écologique. Et c'est dommage quand on a signé l'accord de Paris. Merci beaucoup, Cécile Duflot. C'est à vous, William. Merci beaucoup.
Est-ce que vous bougez beaucoup en ce moment entre votre tasse à café et la brosse à dents? Parce que beaucoup bougez, figurez-vous, et ça, on l'a appris, on va en parler avec Laurence Osto-Lanza. Beaucoup bouger, ça fait pousser les neurones, dis donc. Et ça vous permet d'entretenir votre mémoire, etc., etc. Alors, où va-t-on parler de ça cette semaine? C'est la semaine de la mémoire, ça débute ce lundi à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Grand événement qui attire de nombreux chercheurs venus du monde entier, et on va s'intéresser aux progrès, aux nouvelles recherches en matière de mémoire. Cette semaine de la mémoire a été inaugurée d'ailleurs il y a 2 ans environ à Caen, et elle regroupe en fait toute l'intelligentsia qui s'occupe de ces études sur la mémoire, et on va surtout faire connaître au grand public. Le grand public est attendu pour faire connaître la mémoire sous toutes ses formes, et elle est parrainée d'ailleurs la semaine par Boris Cyrulnik, psychiatre français bien connu. Alors c'est l'occasion de parler des relations qui existent entre notre cerveau, notre mémoire et tout notre environnement. Alors, l'environnement, ça peut être quoi? Ça peut être l'alimentation et notre mémoire, mais ça peut être aussi notre activité physique, la façon dont on bouge, qui aurait un rapport direct avec notre mémoire. Ça m'a donné envie de parler des derniers travaux, des tout derniers travaux en matière de neuroimagerie, et c'est par la neuroimagerie que l'on va prouver justement cette interaction entre l'activité physique, le sport, et la neurogénèse, comme on dit, c'est-à-dire les neurones qui poussent. Alors, évidemment, c'est assez technique. On a demandé à un neuropsychologue qui participe justement à la semaine de la mémoire. Ah oui, ce serait sympa. Mais vous allez voir, comme les grands esprits, ils sont limpides. Ouais, c'est vrai. Il y a certainement plusieurs raisons à ce lien fort entre activité sportive et puis cerveau, et notamment développement de certaines parties du cerveau, notamment les hippocampes, qui sont très importantes pour la mémoire. Alors plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse d'abord de la neurogénèse, c'est-à-dire que notre cerveau fabrique des nouveaux neurones, et le fait d'oxygéner le cerveau de cette façon avec une activité sportive, eh bien, favorise le développement et la survie de ces nouveaux neurones qui sont très importants pour la mémoire. Il y a aussi d'autres mécanismes, comme des vaisseaux sanguins de meilleure qualité, qui vont se développer également et qui vont irriguer ces régions du cerveau qui sont très importantes pour la mémoire. Gère ton squat. Allez, Geoffroy, c'est parti. Essaye de venir faire toucher tes pieds. Allez, c'est parti. J'ai remarqué au fil du temps que les gens s'amélioraient dans leurs conditions physiques, et qu'au niveau du cerveau, ils m'ont dit qu'ils arrivaient à se concentrer d'une façon plus assidue sur le travail et à développer des facultés de mémorisation plus importantes. Je me sens moins fatiguée, je me sens avec plus d'énergie et je suis plus concentrée dans mon travail. Oui. Cette activité neuronale, qui est fondée notamment sur la neurogénèse, premièrement, ça nous permet de faire des apprentissages de meilleure qualité. Ça, c'est vrai quels que soient les âges. Et puis, chez la personne âgée, eh bien, ces mécanismes vont permettre de minimiser les effets de l'âge sur la cognition, et notamment les troubles de mémoire dont tout le monde un petit peu se plaint après 60 ou 70 ans, qui ne sont pas des maladies, là. Donc ces mécanismes qui sont favorisés par l'activité sportive vont gommer en quelque sorte ces petits troubles de mémoire. Formidable, ça. Plus on transpire et plus on fabrique des neurones. Oui, donc ça peut vous encourager à faire du sport. Vous dites sur votre tapis de course, je transpire, je fabrique des neurones, je deviens... C'est une motivation supplémentaire. C'est une motivation supplémentaire. Les seniors sont visés au premier plan parce que la mémoire et les seniors, c'est vraiment une priorité. Oui, dans la lutte contre Alzheimer aussi. Exactement. Des sports comme la marche développent aussi, la marche rapide, la marche tout court, développent les centres de la mémoire. Alors, on se dit que les entreprises auraient intérêt à installer des tapis de course dans les entreprises. Ça commence à se faire petit à petit. Mais alors là, c'est un enjeu de santé publique, d'autant que les études montrent que l'activité physique baisse l'incidence de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. C'est prouvé. Le couloir ici, là, il fait combien? 200, 250 mètres carrés. Hein? Oui, mais bon, il n'y a pas trop d'oxygène dans le couloir, c'est un peu close. Ah oui, mais on pourrait. Ouais. Bon, alors, pourquoi... Aux voisins, les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets, je me suis inventé un amour... Dans l'actualité de la consommation, que diriez-vous d'un petit plat maison sans que vous soyez obligé de le faire? C'est un peu contradictoire. C'est pas vous qui allez en cuisine, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est comme un plat maison.
Alors, expliquez-moi C'est ce un mystère. plat maison. Mais écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était un système extrêmement malin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on redécouvre la cuisine. Vous avez de plus en plus de personnes qui apprécient de se mettre au fourneau, qui prennent des cours, qui créent des blogs. On a des émissions de télé. Enfin, la cuisine, c'est le truc top du moment. Et donc, des gens qui ne demandent qu'à travailler pour les autres, qui aimeraient ouvrir un restaurant, par exemple, qui sont des passionnés. Et parallèlement, vous avez un autre type de personnes qui n'ont pas le temps, pas l'envie, pas le goût de la cuisine. Pas le temps, pas l'envie, pas le savoir. Pas le savoir, qui considèrent ça plutôt comme une corvée au quotidien, parce que la cuisine, c'est sympa quand c'est un plat joli dans lequel vous avez mis tout votre amour, mais une fois de temps en temps. La cuisine, c'est tous les jours. Donc, quand on n'a pas forcément le temps, la bonne idée, c'est de mettre en relation ceux qui n'ont pas le temps et ceux qui veulent cuisiner pour les autres. Oui. Et ces personnes qui sont de plus en plus nombreuses, elles sont bien souvent à proximité de chez vous. Donc vous allez pouvoir choisir parmi un catalogue de 300 chefs, disons, appelons-les chefs, qui sont chefs amateurs. Chefs amateurs, absolument. Qui sont à proximité, qui vont vous proposer un certain nombre de spécialités. Vous allez commander, c'est très accessible. On peut parler d'un budget d'environ 3 € par plat. Vous pouvez commander un plat, un menu complet. Vous commandez, vous passez chez la personne, vous allez récupérer et vous dégustez. C'est vous qui allez chercher. Généralement, c'est vous qui allez chercher. Il est à proximité. Il est à proximité. Et comment vous le savez? Mais parce que sur Internet, tout est indiqué. Vous choisissez le chef, votre spécialité, vous avez son adresse et vous commencez par sélectionner évidemment les amateurs qui sont à proximité. C'est toute l'idée. Parce que les chefs, il y en a partout en France. Et le chef amateur, il affiche le menu du jour, ce qu'il sait faire. Oui, absolument. D'accord. Et si vous ubérisez le système, c'est-à-dire que dans votre quartier, vous appuyez pour savoir quels sont ceux qui vous proposent une choucroute, il a un petit sauté d'agneau, il a un potage. Ça doit être possible aussi. Le premier critère, c'est la proximité, parce qu'il faut que ça soit voisin. Et après, eh bien, si vous voulez une choucroute, vous regardez parmi les voisins ceux qui font la meilleure choucroute d'après vous. D'accord. Allez, on regarde ça. On a testé pour voir ce que ça donne, bien sûr. C'est une plateforme de mise en relation entre particuliers pour que les cuisiniers amateurs puissent proposer des plats à la vente à leurs voisins. Je propose une cuisine traditionnelle laotienne vietnamienne. Je vais vous préparer un curry de crevettes et en dessert une tarte crue. Ce plat, je le vends à 8,50 € sur le site. Nos cuisiniers sont des passionnés de cuisine qui souhaitent ouvrir des restaurants, donc ils sont entrepreneurs dans l'âme, mais qui n'ont pas les moyens pour ouvrir un restaurant, pour acheter des locaux. Donc ils profitent de cette plateforme pour mettre en ligne leurs plats, leurs réalisations, et que des voisins participent et goûtent leurs plats pour laisser des évaluations. C'est un service de proximité. On ne va pas demander à nos clients de parcourir 2 km pour trouver un plat. Donc nos utilisateurs se connectent sur le site, mettent leur adresse et voient les cuisiniers autour de chez eux. Donc ils peuvent se dire je ne vais pas à plus de 500 mètres de chez moi et ils se décident en fonction des plats proposés et des photos. Chaque chef qui postule pour intégrer notre réseau participe à un atelier de formation dans lequel on rappelle les bases de règles d'hygiène et on explique le fonctionnement du site. Tout ce qui est frais, donc légumes, fruits, ont été achetés ce matin chez le primeur. Et donc pour les huiles, le riz, ça a été acheté hier. Les chefs s'engagent sur une charte de qualité dans laquelle il y a le respect des dates de limite de consommation, de la fraîcheur des produits qui doivent être achetés le jour même et de l'hygiène en cuisine. Au-delà de ça, l'équipe réalise des commandes tests pour évaluer la qualité des plats et notre communauté de clients laisse des évaluations après chaque commande. Nous avons 500 cuisiniers inscrits sur la plateforme, dont 300 sur Paris-Île-de-France. Et le gros avantage de cette plateforme, c'est de pouvoir proposer des plats aussi bien traditionnels français, comme le gratin dauphinois, à des plats thaïlandais, des plats chinois, que des personnes d'origine chinoise ou d'origine thaïlandaise vont maîtriser à la perfection. Donc vous trouverez du vrai fait maison, du plat typique que vous ne retrouverez jamais en restaurant ailleurs. Bonjour. Bonjour. C'est pour les plats maison? Tout à fait. Et me voici. Merci beaucoup. Avec plaisir, je pense que ça vous plaise. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Direct.
Et si c'est bon, si ça vous plaît, si elle n'est pas loin, vous allez la voir aussi souvent que vous voulez. Le plus souvent possible, si ça vous convient, évidemment. Sur le plan d'hygiène, tout ça, c'est contrôlé par qui? Alors oui, c'est la vraie question. C'est pas parce qu'on est voisins qu'on est nickel. Donc la plateforme se charge de sélectionner les chefs en fonction de l'état d'hygiène de leur cuisine. Il y a des commandes contrôle qui sont effectuées de façon inopinée régulièrement, de façon à rassurer le consommateur, évidemment. Merci beaucoup. Oui, parce que le magazine leur a dit, vous avez un projet. Mais le projet, c'est quoi alors? Eh bien, c'est une photo qui va être vendue aux enchères. Alors, d'abord, cette magnifique opération caritative que je vais vous raconter révèle bien une chose qui fait que moi, je suis sûre de parler d'hommes et de femmes de qualité. C'est-à-dire que derrière un objet qui est dessiné, il y a quelqu'un. Il y a un homme, une femme qui a un cœur, qui a une histoire. Donc, pour rappeler le début de ce qui nous amène aujourd'hui à cette vente caritative, Laurent Blanc, qui est directeur de la rédaction de ce grand magazine de décoration et de design, rencontre au Salon de Milan, Salon du Meuble, un couple d'éditeurs de tapis népalais qui a par ailleurs, grand éditeur de tapis qui sont donc fabriqués au Népal et qui a par ailleurs créé une association caritative pour aider les enfants népalais à être rescolarisés après le terrible séisme. Donc cette rencontre est vraiment très très importante pour Laurent. Laurent, il a un cœur incroyable et il a envie d'aider cette association. Et comment aider cette association? Il se dit, tiens, on va confier un smartphone à 20 designers choisis. On va leur demander de faire une photo de leur enfance, un souvenir d'enfance et lié à l'école. Donc, ils contactent Raïm Ayon, ils contactent les Bouroulec, ils contactent les Campana, ils contactent tout le gratin français du design. Français international du design. International. Oui, et il leur confie donc ce smartphone et il dit, allez, vous faites cette photo. Les photos, d'abord, sont exposées à Arles, aux rencontres de Arles. Ça, c'est les noms les noms, exactement. Il y en a quelques-uns qu'on connaît. Oui, Massot, Guisset, Bouroulec, Duchaufour-Laurence, bon, plus des internationaux, India Madavi, Yona Vautrin, enfin jeune, moins jeune d'ailleurs. Et d'abord, les photos sont exposées aux rencontres de Arles, c'est un succès phénoménal. Donc là, ils remontent ça à Paris, à la une, Yellow Corner, et demain soir, il y a une vente aux enchères, Pierre Saint-Cyr de Cornette qui officie. Cornette de Saint-Cyr, mais dans l'autre sens, c'est bien aussi, oui. Oui. Saint-Cyr de en fait, je suis Cornette, dyslexique. Oui, c'est vrai. Oui, vous l'avez remarqué déjà? Vous n'êtes pas la seule. Ouais, pardon. Oui. Enfin, une petite dyslexie de rien du tout. Allez, regardez. Depuis quelques années, on a décidé de pousser fortement la photographie dans notre magazine parce que, en fait, il y a un lien qui est très fort avec le mobilier contemporain. Rien n'est plus joli qu'une très très belle photo au-dessus d'un buffet qui aurait pu être dessiné par Charlotte Perriand, par exemple. Et donc, il y a un vrai lien et la photo s'intègre très bien dans les intérieurs contemporains. Alors, l'année dernière, au Salon de Milan, j'ai rencontré Nelsa et Fabrizio Cantoni, qui sont des éditeurs de tapis qui sont fabriqués au Népal. Ils m'ont fait craquer parce qu'en fait, ils ont une association qui aide les petits-enfants népalais à être rescolarisés après le tremblement de terre qu'il y a eu en 2015. Et donc, du coup, on a cherché une opération qui puisse permettre de donner de l'argent à cette association. Et on a eu l'idée de faire travailler 20 grands designers internationaux sur le thème de l'enfance. Donc 20 designers dans une école, on appelait ça 20 sur 20. Ils ont fait un tirage sur le thème de leur enfance. Quand on fait appel à son enfance, il y a toujours quelque chose qu'on a envie de remuer. Et ils ont trouvé ce sujet intéressant et ils ont fait ces photos qui sont très conceptuelles. Mon enfance est fondamentale. Dans mon parcours de designer, j'ai des parents qui étaient médecins. Rien à voir a priori, mais quelque chose qui quand même fait que l'enfance était au cœur de leurs préoccupations. Cette photo est vraiment liée à mon métier, à la fois mon métier de designer et d'architecte d'intérieur, puisque j'imagine jamais un objet, un meuble sans l'espace qui l'entoure. Le meuble, le plus petit soit-il, je l'appréhende toujours par rapport à une circulation, à un espace et au volume que ça crée, au vide que ça crée. Donc cet escalier, quand je l'ai vu, ce qui m'a intéressé, c'est ce côté coquille, ou cette circonvolution, c'est un peu comme la mémoire, et tout d'un coup, je me suis dit mémoire d'enfance, rampe d'escalier, cercle, spirale, et voilà, la photo était là. Il y a
un sens du graphisme, évidemment, qui est beaucoup plus développé dans cette catégorie de population, que sont les designers et les architectes d'intérieur, que dans le public normal, en fait. Voilà. Je pense que tous les enfants devraient avoir des souvenirs d'enfance aussi merveilleux, et des souvenirs d'évasion en particulier. C'est-à-dire que CC for Education permet aux enfants d'aller à l'école, et je trouve que c'est extraordinaire. Tous les enfants du monde devraient avoir des souvenirs d'école. Pour moi, c'est vraiment important de collaborer, qu'il y ait une cause. Elles sont vendues aux enchères, ces photos? Vendues aux enchères demain soir, donc à la une, et c'est au profit. Oui, c'est la librairie, enfin anciennement librairie, qui est devenue un espace. Pardon, qui est devenue. La Une. Oui. Qui est devenu un espace dédié aux photographies. Voilà. Donc, Magazine et Edéad qui a fait cette belle opération qui s'appelle 20 sur 20. 20 sur 20. Merci beaucoup. C'est la note que vous pouvez avoir aujourd'hui. Tel matin, c'est ouvert jusqu'à... Madame, monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez maintenant, tel matin, ça continue avec l'actualité du spectacle vivant et le théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi cette semaine 2 pièces assez exceptionnelles. L'une est... Alors là, c'est curieux parce qu'en principe, ça ne devrait pas faire la liaison entre la politique et le romantisme. Ben si, c'est une pièce politico-romantique. Et puis aussi une autre intrigue tout à fait étonnante sur l'adaptation d'un roman de Simenon qui raconte une page de vie avec beaucoup d'humour, plutôt noir d'ailleurs. Voilà, vous voyez que c'est pas le choix qui manque. En effet, en ce début d'automne, ça se bouscule en coulisses côté sortie théâtrale. Heureusement, chacun peut y trouver chaussures à son pied, ou plutôt style et genre à son goût. Comme par exemple cette pièce sur un sujet brûlant, écrite et mise en scène par Salomé Lelouch à la Pépinière Théâtre. Ça s'appelle Politiquement correct. Rachel Arditi, Thibaut de Montalembert, Ludivine de Chastenay, Bertrand Combe et Arnaud Pfeffer s'y partagent l'affiche. Tu es athée? Pire que ça. Et toi? Catholique. Non. Si, mais attention, pas catholique. C'est quoi la différence? Ah ben les cathos sont coincés et mal habillés, les catholiques sont des gens ouverts et raffinés. C'est l'histoire d'une bobo de gauche qui tombe amoureuse d'un homme qui est dans un parti d'extrême droite. L'histoire d'amour se passe entre les 2 tours de la prochaine élection présidentielle. T'as couché avec un inconnu qui écoute Maxime le Forestier sans capote? Je suis tombé sur des textos légèrement hostiles, type on va les niquer ces petites bites de facho. C'est 2 amoureux avec 2 amis qui sont leur conscience à chacun et qui essayent de les ramener dans le droit chemin alors qu'ils sont en train de tomber follement amoureux l'un de l'autre. Je me suis demandé, moi, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'avoir une histoire d'amour avec un homme, et je me suis dit que le fait qu'il vote au Front National était certainement quelque chose qui pouvait rendre cette histoire d'amour impossible. Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, genre grande classe, et me briser le cœur, hein? Non mais, Mado, je te rappelle que vous vous connaissez depuis 1 semaine. Je n'ai pas l'impression qu'on vous ait demandé votre avis. Tu m'as menti. La première semaine, on ne ment pas. On compose. Le début de la pièce tient plus sur le mode du vaudeville où il essaye de lui cacher qu'il est au front comme il cacherait qu'il a une maîtresse. C'est une comédie romantique avec un sujet qui est politique au sens large du terme. Et si on en croit le public qui met parfois un peu mal à l'aise. Garçon, s'il vous plaît, un quart Vichy. Elle est obnubilée par le front. Elle en parle le jour, couche avec la nuit. Après le cœur et ses idéaux, c'est de l'âme humaine dont il s'agit ici au Théâtre de l'Atelier. Tiré d'un roman de Georges Simenon et repris au cinéma en 71 par Granier de Fer, c'est aujourd'hui le brillant Didier Long qui met en scène cette jubilatoire autant que fascinante page de vie. 45 ans après Signoret et Gabin sur la toile, c'est aujourd'hui Myriam Boyer et Jean Benguigui qui jouent avec un instinct subtil le chat. C'est 2 personnes dans la maturité qui se rencontrent et qui vont se mettre à vivre ensemble parce qu'ils ont et l'un et l'autre besoin de l'autre. L'un avec son chat et l'autre, la dame avec son perroquet. Si vous voulez, on peut aller voir des films d'amour. Bah certainement pas. Ça m'énerve encore plus. Ce sont toujours des niaiseries. Oh, c'est Boucher l'orme qui se mélange sur l'écran. Quel manque de pudeur. C'est pas La Belle au bois dormant, avec le prince charmant. Mais enfin, il y a amour, hein, de toute façon, même dans la haine. Il y a 2 personnes qui vivent des moments différents
dans leurs états émotionnels, différents dans le temps. Et on les joue à fond, ces choses-là. Oui. Et où est le chat? Où est Joseph? Je sais pas, il a dû aller se promener. Je sais qu'il attend mes caresses, c'est un habitué. Quelle chance il a. C'est ni une comédie ni une tragédie. Non, c'est la vie. Voilà, Voilà. c'est la vie. Il y a des choses drôles, hein, évidemment, Bien mais sûr. qui sont pas faites pour faire rire. Non. On rit, c'est des rires de défense, souvent. Mais comment avez-vous pu donner un nom de saint à votre chat? C'est un sacrilège. Fais sorcière! Tu crois que je vois pas, t'es trop content? Vous êtes fou, je savais même pas qu'il était mort. Voilà deux spectacles qui ne manquent pas d'intérêt, intelligents, réfléchis et accessibles aussi bien l'un que l'autre. Politiquement correct et particulièrement osé, c'est une comédie très actuelle qui pose des questions utiles et fondamentales. Tout ça sur un ton quelque peu politico-romantique. Pour le chat, eh bien, la rencontre de deux solitudes, c'est ici du petit lait théâtral. Pudeur, orgueil, humour, cruauté et amour vache, tout est là sur la scène, mis en évidence par de grands comédiens. C'est vraiment épatant et à voir tout de suite. Bon spectacle et à très vite. Rock'n'roll en plus. Très intéressante ces deux pièces. De ma famille, de mon ordre et de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée. C'est vrai qu'il avait déjà été récompensé. Il y a 2 ans. Il a fait combien de films? Pas C'est tant son que ça. 6e film. 6e. Il a 27 ans. Il y a 2 ans, il avait sorti Mommy sur un adolescent difficile et ses rapports avec sa maman. Le film avait reçu le prix du jury. Cette fois-ci, Juste la fin du monde a reçu le Grand Prix. Cette année à Cannes, le Grand Prix, c'est la presque Palme d'Or. Il faut savoir que ce Xavier Dolan que vous voyez là, 27 ans, est un cinéaste assez incroyable parce qu'il est au vu de son jeune âge. Déjà, il y a beaucoup de maturité dans ses sujets. Ce sont toujours des films denses, lourds, et puis un talent de mise en scène assez extraordinaire. Il faut savoir que ce garçon fait tout, de l'écriture au tournage en passant par le montage. Voilà, tout ce qu'il fait se transforme en or, chouchou des critiques et choyé par les cinéphiles avertis aussi. Ici, ce n'est pas un scénario original, il transpose à l'écran une pièce de théâtre écrite en 90 par l'auteur Jean-Luc Lagarce, quelques mois avant que l'auteur ne décède du sida. Pièce de théâtre, ça nous donne donc un huis clos, une unité de lieu. Nous allons suivre les péripéties d'une famille durant une journée dans la maison de famille. Gaspard Ulliel, dans le film, est un auteur qui, après 12 ans d'absence, retourne chez les siens pour leur annoncer sa mort prochaine. Sa mort de quoi? Sa mort du sida. Il faut savoir qu'on a une distribution assez étincelante aussi. Nathalie Baye, grande habituée des films de Xavier Dolan, Léa Seydoux, Marion Cotillard et du côté des garçons, Vincent Cassel, brillant dans le film, et Gaspard Ulliel. C'est un film qui secoue, parce que ça parle de la famille, donc ça nous touche à tous. C'est vrai, une famille assez dysfonctionnelle, avec son lot de non-dits, de secrets et de passions. Et en même temps, vous êtes dans un huis clos, vous pouvez vous dire « Est-ce que j'ai envie d'aller voir du théâtre filmé ?» Vous êtes dans un film de Xavier Dolan, vous oubliez que vous êtes dans une maison. C'est-à-dire que cette caméra vous emmène et vous fait voyager. Elles ont monté les marches à Cannes, Nathalie Baye et Léa Seydoux, c'était en mai dernier. La veille de la présentation du film, on les avait rencontrés. Bonjour Nathalie, bonjour Léa. Bonjour. Vous qui avez tourné pour les plus grands, qu'est-ce qui vous a frappé la première fois chez Xavier? Il est étonnant ce garçon de 27 ans. Ah oui. Sa jeunesse, sa liberté, son audace, sa sincérité, son rapport aux acteurs, c'est un acteur. Xavier, c'est quelqu'un qui vous pousse au plus loin et à donner le maximum. Et avec lui, moi, j'ai une confiance totale. Elle n'est même pas en vente, hein. Je ne crois pas qu'on puisse la visiter. L'autre jour, je suis passée devant parce que j'avais un truc à faire dans le quartier. Elle est totalement abandonnée. Le problème dans cette famille, c'est qu'ils n'arrivent pas à se dire les vraies choses. C'est de communiquer. Elle bégait beaucoup, ils sont... Bon. Elle n'arrive pas à exprimer en fait l'amour qu'elle a pour son frère et le fait qu'il lui est manqué, qu'elle l'a jamais connu, qu'elle a envie d'exister pour lui. Quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Bah, ils vont voir l'ancienne maison. Ouais. Moi, ça me dérange pas, je viens de conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute, enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? T'es conne? Que déjà, dès qu'on tourne un film comme celui-ci, on sait qu'on va être dans un grand film. On sent quand même.
Bien sûr, il y a un scénario, il y a des acteurs, il y a une implication, il y a le talent. Il y a une façon de filmer et une façon de nous emmener vers des choses qu'on n'a pas fatalement imaginées, qui fait que quand on voit le film, on est fatalement, on découvre des choses qu'on n'a pas du tout perçues fatalement pendant le tournage. Comment est-ce que vous avez réagi toutes les deux? Vous avez découvert le film parce que vous l'avez tourné, mais il y a un vrai travail de montage et une mise en scène assez inouïe. Xavier m'avait montré dans la salle du montage des choses et donc je l'ai vu monter, parce que c'est lui qui fait le montage tout seul et c'est hallucinant. Nathalie, vous avez fait plusieurs festivals. Léa aussi, vous êtes fébrile, excitée ou fière de le montrer, justement. Dans quel état d'esprit vous êtes? Moi, je suis très heureuse. Je suis très heureuse et très fière de faire partie de ce film, d'accompagner Léa, d'être avec toute l'équipe et de faire découvrir ce film. Un film de Xavier Dolan, qui est pour moi un des grands réalisateurs de cinéma de notre époque. Voilà. Ça sort ce mercredi. Dans 2 jours, Il y a d'accord. 17 films par semaine, si vous devez aller en voir un. 17 films par semaine? Entre 15 et 17. Allez Et voir sur les celui-ci. 15 et 17, combien de Français? Ah ben ça c'est une bonne question, je dirais 4 ou 5 et 4 puis ou beaucoup 5. de films étrangers. Voilà. D'accord. Merci Charlotte, à plus tard. Bon, alors pour continuer sur cette lancée sportive, une application proposée par Julia Duweb. Oui, on vous écoute. Oui, des applications. Il faut savoir que les applications dans le monde du running, donc de la course à pied, c'est complètement saturé. Des applis, il y en a plein. Pourtant, celle-ci, elle tire leur épingle du jeu. Pourquoi? D'abord, Skate Runner, elle est vraiment très bien faite parce que vous pouvez défier le reste du monde. C'est-à-dire que vous allez être en compétition avec des gens qui courent en même temps que vous, en Nouvelle-Zélande, en Californie, à Londres ou ailleurs. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en compétition avec ces gens et ça vous motive. Alors, une autre, celle-ci complètement insolite, elle s'appelle Zombie Run. Alors, Zombie Run, avant de courir, vous choisissez votre mission et du coup, vous avez des parcours improbables et puis surtout des vitesses différentes. Donc là, vous êtes, par exemple, pourchassé par des zombies, mais il y a des enquêtes privées, il y a des parcours de montagne où les gens vous pourchassent. Enfin, voilà. Et du coup, ça motive à fond, enfin, toutes sortes de trucs de running qui, du coup, vont vous motiver différemment. Comme un jeu, quoi. Exactement. Merci beaucoup. À tout à l'heure.